Bon, l'interdiction de diffusion des médias, ouais, ils sont interdits, il n'y a pas possibilité de contournement. L'espace aérien interdit aux avions russes, c'est pareil. Que ensuite des ressortissants russes puissent finalement rentrer quand même dans l'Union européenne, bon, on peut toujours imaginer une possibilité de contournement de leur part. Mais je pense que c'est assez difficile de contourner les sanctions européennes, hein. Je ne vois pas comment véritablement ce serait possible. En tout cas, de manière ample, qui ait qui réussissent à contourner ici ou là, de manière ponctuelle. Oui, parce qu'il y a toujours, voilà, on peut toujours réussir à frauder ou à contourner certaines règles juridiques. Mais de manière, je ne pense pas que ça puisse être fait, ceci pourrait avoir lieu avec une certaine ampleur. Je voulais des précisions, parce que je m'interrogeais sur les raisons de l'activation de la directive dont vous avez parlé, la directive 2001-55-CE, sur la protection des personnes en provenance de l'Ukraine, alors même qu'elle n'avait pas été activée pour les Afghans et les Syriens. Et je me demandais si on pouvait parler d'un deux poids, deux mesures, et si oui, pourquoi. J'ai pas entendu la toute fin. Vous vous demandiez si... Si on pouvait parler d'un deux poids, deux mesures, et si oui, pourquoi? Oui, alors deux poids, deux mesures, dans le sens où on a face à des situations qui étaient très similaires, c'est-à-dire un afflux massif de réfugiés. Après, donc au milieu, autour de 2015, 2014, 2015, réfugiés afghans, réfugiés syriens, aussi réfugiés libyens d'ailleurs, et puis maintenant des réfugiés ukrainiens. Effectivement, je pense, alors deux poids deux mesures. Bon, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Peut-être pas, mais clairement, on a des situations quand même assez similaires qui ont été traitées de manière différente. J'ai néanmoins précisé que même par rapport aux réfugiés afghans, syriens, libyens, eh bien qu'il y avait eu de la part de l'Union européenne une forme de facilitation pour que ces réfugiés, enfin ces demandeurs d'asile, puisqu'ils n'étaient pas réfugiés à l'époque, puissent entrer dans l'Union européenne et avoir une demande d'asile qui soit facilitée, qui puissent déposer leur demande, pas nécessairement, principalement en Grèce et en Italie, puisque c'était les États membres responsables de la demande, mais qui pouvaient éventuellement les faire ailleurs et surtout être relocalisés dans certains pays de l'Union européenne. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que pour ces réfugiés-là, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie étaient extrêmement hostiles à l'accueil même de ces réfugiés. Et ici, on a une différence, évidemment, puisque ça a été souligné, on en parle dans le débat de la présidentielle, si vous le suivez, puisqu'en fonction des candidats qui font la différence entre... Alors certains, ils voient aucune différence. Les réfugiés, c'est non, on n'accueille pas de réfugiés en général. Mais il y en a beaucoup qui font quand même la différence, plus ou moins explicitement, entre les réfugiés ukrainiens, qui sont des Européens, qui sont de confession catholique, même s'ils sont ou orthodoxes, mais qui sont chrétiens en tout cas, et les réfugiés qui sont issus d'autres horizons, culture, religieux, culturels, voilà, je n'emploierai pas d'autres qualificatifs, mais sans doute on pourrait employer d'autres qualificatifs. Donc ici, il est intéressant de voir que cette directive était en dormance depuis 2001, pendant 20 ans, alors même qu'elle aurait pu être activée, mais que effectivement, les Européens n'ont pas du tout réagi de la même façon par rapport à ces deux types de personnes, les Ukrainiens d'une part et les autres demandeurs d'asile qui dans les années 2010. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de savoir que c'est une directive qui, je suis un tout petit peu technique, mais pas beaucoup, peut être adoptée à la majorité qualifiée. Il n'y a même pas besoin d'une unanimité des États pour que pas la directive, pardon, la décision qui constate un afflux de réfugiés ou de personnes déplacées en provenance d'un certain pays et donc le bénéfice de la protection temporaire pour ces personnes. Eh bien, c'est des décisions qui, normalement, peuvent être prises par le Conseil à la majorité qualifiée, hein, c'est-à-dire une super majorité des États, mais pas à l'unanimité. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même l'unanimité des États membres. Les États membres ont été unanimes pour dire nous allons accueillir des réfugiés ukrainiens et nous allons faciliter la procédure face à l'afflux
que l'on connaît et qui est à venir de personnes d'Ukraine, et nous allons faciliter l'afflux et nous allons leur accorder des droits qui sont des droits extrêmement généreux. Je vous les ai listés. Il y a tout là-dedans. Dès qu'on peut avoir le droit de travail, le droit à un logement, le droit aux soins, etc. Et donc oui, pour répondre clairement à votre question, probablement il y a un deux poids deux mesures. Vous m'avez demandé pourquoi. La raison est clairement politique. La raison est clairement politique. Et là aussi, autant les Hongrois, les Polonais et les Slovaques étaient hostiles à l'accueil des réfugiés afghans, syriens, libyens et autres, autant ils sont globalement favorables à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Et ici, j'en profite juste pour faire une petite remarque par rapport à ce que Julien Mérion a présenté par rapport au tri racial. Et en fait, ce qu'il y a, c'est pour ça que j'avais insisté sur le fait qui étaient les bénéficiaires de la protection temporaire en droit de l'Union. Et les catégories, je les répète, sont les suivantes. C'est les ressortissants ukrainiens et les membres de leur famille, les réfugiés, donc les ressortissants de pays tiers, qui sont eux-mêmes des réfugiés en Ukraine et qui peuvent donc avoir le bénéfice de la protection temporaire dans un autre État membre de l'Union, éventuellement les ressortissants d'États tiers qui ont droit de séjour permanent en Ukraine, mais encore, même dans ce cas-là, les États membres ne sont pas obligés de leur donner le bénéfice de la protection temporaire. Ils peuvent leur dire « mais votre pays, c'est un pays sûr, retournez-y ». Et je pense que d'ailleurs, c'est par rapport aux éventuels... Alors les Jamaïcains, je ne sais pas, mais par rapport à la thématique des étudiants. Les étudiants, ils n'ont pas de droit de séjour permanent. Ils ont un droit de séjour temporaire. Et donc, des ressortissants de pays tiers qui étaient étudiants, donc avec un droit de séjour temporaire en Ukraine, ne sont pas les bénéficiaires de la protection temporaire. Certes, les États membres peuvent augmenter le niveau de protection en acceptant de les accueillir et leur octroyer aussi le bénéfice, mais là, c'est chaque État membre qui décide au cas par cas. Et ce n'est pas une règle imposée par l'Union européenne. L'Union européenne n'impose que des normes minimales. Donc voilà, c'est aussi ce que je voulais dire, qui peut expliquer un certain tri par rapport à des personnes dont, peut-être de manière très commode, la Pologne, clairement, on ne va pas se cacher que la Pologne, surtout de la conception du gouvernement actuel, ne voulait certainement pas accueillir des étudiants non catholiques, non blancs. Voilà, je m'avance légèrement, mais je ne pense pas avoir nécessairement tort sur le sujet. Après, comment ils ont fait ça ? Est-ce qu'ils ont, parce qu'ils ont pu dire, oui, mais nous, les règles européennes ne nous imposent pas d'accueillir des étudiants. Si vous étiez réfugié en Ukraine, très bien, mais si vous n'êtes pas réfugié, on n'a pas à vous accepter. Donc c'est peut-être une explication de ce qui effectivement est une sélection. Ça, c'est évident. Mais ça peut peut-être l'expliquer par des raisons autres que raciales, ou en tout cas comme prétexte d'un officiel et convenu d'un tel tri. Ah, monsieur Baptiste Politoula. Alors, je disais que, compte tenu de l'ampleur des sanctions, peut-on considérer que la Russie va abdiquer bientôt et qu'elle a d'ores et déjà perdu la guerre, d'autant plus qu'elle a renoncé déjà à récupérer Kiev? J'ai juste donné un élément de réponse de mon côté, mais à la limite, je pense que Fred Reynaud ou Julien Mérion peuvent aussi répondre à cette question. Alors, sur l'ampleur des sanctions, c'est vrai que les sanctions sont d'ampleur. Est-ce que c'est ça qui a... Et ce sont des sanctions européennes, mais en sachant qu'il y a des sanctions américaines, des sanctions de différents... d'autres États aussi, extérieurs à l'Union européenne. Donc, il y a véritablement des sanctions qui sont ciblées sur la Russie. Maintenant, est-ce que ces sanctions sont à l'origine de ce qui semblerait être une forme de retrait des Russes, ou en tout cas d'une concentration de leur but sur la région du Donbass? Peut-être que ça a un rôle, mais en même temps, d'un autre côté, les Russes ont quand même toujours un élément de puissance dans leur dialogue avec les Européens, c'est le gaz et le pétrole. C'est le gaz et le pétrole, donc du coup, voilà, je ne suis pas capable, disons, de mesurer, notamment en tant que juriste, le poids politique et la pression politique que peut représenter ces diverses sanctions.
Mais c'est vrai que la Russie est sous pression. Ça, c'est évident. Mais d'un autre côté, comme Fred Reynaud disait en conclusion de son propos, voilà, je ne sais pas exactement comment le président russe voit les choses, puisque j'imagine qu'il ne voudra quand même pas repartir bredouille d'Ukraine. Monsieur Reynaud, si la Chine s'implique plus en termes géopolitiques dans un conflit international, dans un conflit avec la Russie, au niveau de la transition énergétique, vu que la Russie et la Chine avaient conclu il y a quelques années un gazoduc toute la frontière entre la Russie et la Chine, et donc du coup la dynamique, au lieu d'une Russie qui se tournerait vers l'ouest, donc vers une société occidentale, se tourne plus vers l'Asie et sera plus dépendante de l'Asie que des sociétés occidentales. Est-ce qu'on pourrait changer de dynamique et plutôt avoir une géopolitique eurasienne qu'une géopolitique occidentale? Je crois que le souhait des Russes, c'est que les Chinois soient encore plus proches de leurs intérêts et peut-être soient un partenaire face à l'Occident. C'est un petit peu ça le sentiment qui transparaît. En même temps, la Chine n'a pas intérêt à tomber, je veux dire, dans les bras de Poutine, parce que la Chine a un commerce mondialisé d'une part, mais avec l'Union européenne qui est privilégiée. La Chine a beaucoup plus de relations commerciales avec l'Union européenne qu'avec la Russie. Je pense que de ce point de vue-là, les Chinois sont réalistes et n'ont pas, à mon avis, même si ils dénoncent l'intervention occidentale, ils ne vont pas jusqu'à se rapprocher trop de la Russie. Donc je pense que de ce point de vue-là, les Chinois sont très subtils et ils ont un jeu d'équilibriste qui est plutôt réaliste dans ce contexte-là. Alors maintenant, sur la question de stratégie géopolitique, il me semble qu'aujourd'hui, tout le monde vise la région, cette région-là. Il y a l'Euro-Pacifique, l'Eurasie. Je pense que c'est une dimension qui est prisée de tous. Et donc, mais en même temps, le contexte actuel, la guerre en Ukraine, rebat un petit peu les cadres. Je ne suis pas sûr qu'on en soit à ces réflexions-là. Il me semble que dans l'immédiat, le souci de la Chine, c'est d'apaiser la situation, de faire en sorte qu'on puisse dialoguer, discuter. Et la Chine se présente déjà comme un médiateur dans ce conflit, sans pour autant qu'on voit vraiment son rôle. Hein. C'est-à-dire, on attend encore plus de la Chine, en tout cas les Occidentaux attendent encore plus de la Chine comme médiateur. Je crois que la Chine joue un peu également sur... disons, la Chine joue parce qu'elle sait quel poids elle peut avoir, elle sait quel intérêt elle a aussi à jouer et à avancer dans ce jeu-là. Et pour le moment, à mon avis, la Chine a un rôle tout privilégié dans cette situation. Donc, en clair, pour répondre à la question, je ne crois pas qu'il y aura un rapprochement déterminant entre Chinois et Russes, parce que les Chinois, par réalisme, vont rester encore de ce jeu d'équilibriste pour préserver leurs intérêts commerciaux dans leurs relations avec l'Occident et notamment l'Union européenne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je passe la parole à Anaïs. Il y a deux. En fait, c'est pas vraiment une question, ce serait plus une observation. Dans les différents exposés, j'ai eu le sentiment que l'interdépendance était vraiment considérée comme une limite. Mais je me demandais est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement l'envisager comme une force, en fait, pour pouvoir sortir de ce conflit, en sachant que je crois que c'est monsieur peut-être Mérion, qui a présenté aussi des solutions, et je pense aussi que mutualiser les moyens et toutes les solutions que vous avez présentées montrent aussi la force de l'interdépendance. Ce serait plus une observation. Une question là. Une ou deux.
Alors oui, bonjour, moi j'avais plus une question en fait pour M. Millet, à savoir lorsqu'il a parlé de l'article 4 en fait, de la Convention de San Francisco en fait, sur le fait que le recours en fait, il était interdit en fait, d'avoir un recours militaire, eh bien sinon comment expliquer ça, si on prend en compte, comme vous avez dit, les deux sanctions qui ne sont pas restrictives, si on peut dire, qui ont été émises par l'Union européenne, est-ce qu'on peut penser que l'Union européenne va adopter un schéma, c'est-à-dire dans le sens où, au début, il commence tout d'abord par des sanctions non contraignantes, et par la suite, est-ce qu'on peut envisager, on peut penser qu'au fur et à mesure, en fait, ces sanctions vont devenir de plus en plus contraignantes envers la Russie? C'est-à-dire peut-être dans la possibilité qu'à un moment donné, l'Union européenne va peut-être prendre les armes. Même si l'Ukraine ne veut pas Opération militaire. Tu as rempli la situation, Jean-François. Oui. L'idée, c'est que, bon, on a compris les sanctions qui ont été proposées par l'Union européenne. Est-ce qu'on peut envisager une gradation de ces sanctions jusqu'à l'intervention militaire? Jusqu'à l'intervention militaire. Bon, j'espère pas hein, à titre personnel, mais c'est sûr que ce qui permet aussi d'ailleurs d'affiner un peu la réponse à la personne qui avait posé la question sur l'efficacité des sanctions européennes qui permettraient d'expliquer aujourd'hui une forme de retrait, semble-t-il, des Russes. D'un autre côté, je me disais, si en ce moment même les Européens, les États membres s'interrogent sur l'adoption de nouvelles sanctions plus fortes, c'est que du côté européen, ils pensent que ce n'est pas encore suffisant. Alors maintenant, qu'est-ce qui serait suffisant et jusqu'où les Européens sont-ils prêts d'aller? Non, donc sur cette question des sanctions, ce qui permet aussi la gradation des sanctions, effectivement, ça me permet aussi d'affiner ma réponse à la personne précédente qui posait la question sur les sanctions et si on ne voyait pas déjà leur effet positif sur une forme de retrait de la Russie, ou en tout cas une concentration de la Russie sur le Donbass. D'un autre côté, je me dis premièrement que les Européens sont en train justement de penser à une cinquième salve de sanctions, voire une sixième en ce moment même, aujourd'hui même, ce qui montre qu'ils considèrent encore, et le président ukrainien en tout cas considère que les Européens ne sont encore pas allés suffisamment loin. Maintenant, quel genre de sanctions peut-on envisager ? Alors clairement, celles qui sont en cours de discussion aujourd'hui par rapport aux importations de pétrole et de gaz, mais là, c'est, comme je disais, potentiellement se tirer une balle dans le pied de la part des Européens. Et ici, ça montre par rapport à l'observation qui a été faite il y a 2 minutes par cette personne qui parlait de la force de l'interdépendance. Et c'est vrai, c'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque qui fait penser aussi finalement aux théories même du libéralisme et à Montesquieu qui disait que le commerce portait à la paix, étant donné que le commerce crée les conditions de l'interdépendance. Et c'est comme de la dissuasion nucléaire, c'est de la dissuasion commerciale ici. C'est que personne n'a intérêt à ce que le conflit s'éternise, les Russes n'ont pas intérêt à des restrictions sur les importations de pétrole et de gaz, de la même façon que les Européens n'y ont pas intérêt non plus. Maintenant, sur le recours à la force par les Européens, bon, j'en doute un peu, dans la mesure où ce qui est prévu, c'est une solidarité entre les États membres. Hein, c'est la solidarité entre les États membres. Donc, si un État membre venait à être lui-même agressé, eh bien, il y aurait sans doute une réponse coordonnée européenne pour protéger cet État membre. Ici, on parle d'un État qui est certes candidat récent à l'adhésion à l'Union européenne, mais cette adhésion n'arrivera pas, il faut être réaliste, avant plusieurs années. Et du coup, ici, on parle d'une action militaire des Européens vis-à-vis des Ukrainiens. Et ici, ce n'est clairement pas à l'ordre du jour, étant donné, comme je l'ai expliqué, que même la livraison d'armes, en tout cas la livraison d'avions de combat, était très, très critiquée. Et c'est vrai que si on arrivait à ce stade-là, ça serait véritablement le déclenchement d'une guerre. Et c'est quelque chose que, je pense que personne ne souhaite, y compris les Russes, je l'espère. Je m'adresserai peut-être pas à M. Reynaud. Vous avez mentionné tout à l'heure là que justement il y avait des équilibres qui se créaient entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale avec la Russie, évidemment. Et en fait, je voudrais revenir sur ce point-là, puisque je trouve,
J'ai trouvé qu'on n'a pas assez mentionné le fait que les États-Unis s'en sortent vraiment grand gagnant de ce conflit entre Ukraine et Russie, puisque mine de rien, la coopération avec les États-Unis semble retrouver fortifiée lors de ce conflit. Et on remarque justement que, mine de rien, ce sont eux les grands gagnants par rapport justement aux sanctions économiques qui incombent à la Russie. Donc, savoir justement ce que vous en pensez à ce sujet. Je discutais tout à l'heure avec quelqu'un, je disais effectivement, les États-Unis, bon, géographiquement, ne sont pas très près du conflit, déjà, ce qui est un avantage. Mais en plus, en termes de sanctions, c'est vrai que les sanctions que l'on inflige à la Russie, comme on l'a dit ici aussi, Xavier l'a repris, c'est l'effet boomerang, notamment sur le gaz et le pétrole. Mais c'est un problème états-unien, ça. Les États-Unis sont non seulement en mesure de se passer du pétrole et du gaz d'autres puissances, mais peuvent en fournir, puisque ce que les États-Unis souhaitent maintenant, c'est que d'autres pays, on parle du Qatar, des pays arabes, puissent fournir du pétrole à l'Union européenne, mais qu'eux-mêmes, ils proposent du gaz liquéfié à l'Europe. Ça veut dire qu'en réalité, ils sont conscients des problèmes que posent les sanctions à l'Union européenne. Mais en même temps, et là c'est là que je reprends votre analyse, les États-Unis, en même temps, attisent le feu, quoi. Quand on entend des propos de Biden, bon, écoutez, on peut être pour ou contre Poutine, peu importe. Si on veut l'apaisement, on évite des mots utilisés par Biden. Je veux dire, bon, dire qu'il est un boucher, même si c'est vrai, ça ne se dit pas. Dire qu'il est un criminel de guerre, si c'est demain vrai. Je veux dire, mais dans un contexte de négociation, de médiation internationale, ce ne sont pas des mots qui apaisent et qui permettent de faciliter les choses. Je partage tout à fait votre commentaire. Je crois qu'effectivement, les États-Unis, il y a une arrogance en fait états-unienne. Et moi, je reviens à un mot qui est souvent utilisé par Bertrand Badi, c'est l'humiliation. L'humiliation en relation internationale, ça pèse. Et il me semble que dans ce jeu-là, les États-Unis se passaient maîtres dans l'humiliation des autres, notamment de Poutine. Alors, je ne suis pas pour Poutine, ce n'est pas ça la question. Mais je pense que si on veut l'apaisement, parce qu'on a tous intérêt à l'apaisement, je ne suis pas sûr que les États-Unis aient le beau rôle et jouent le jeu de ce point de vue-là. Okay. Merci pour votre intervention. Je vais ajouter quelque chose. Il y a une question. On va partager. Bonjour. Donc moi je voulais juste poser une dernière question qui repose en fait sur le concept de Tucker, le système prisonnier. Donc par rapport à ce qui a été dit, est-ce que justement ce conflit ne serait pas de nature à réorganiser les coopérations, c'est-à-dire soit les faire éclater avec des tractations qui seraient formelles ou informelles? On a vu avec M. Millon, finalement les États-Unis qui vont du côté du Venezuela, ou alors une réorganisation peut-être qui pourrait être renforcée, mais en tout cas, est-ce qu'on peut imaginer justement une coopération qui serait autre avec des convergences bien marquées, soit vers les États-Unis, soit vers la Chine, en tout cas vers les intérêts des pays élargis? L'interdépendance, c'est un fait aujourd'hui. Je crois que c'est un fait quand on appréhende la politique d'une manière globale, générale, l'interdépendance est là, c'est un fait. Et bien évidemment, avec les conséquences que cela peut avoir, dès lors que l'un des éléments, dès lors qu'il y a un dysfonctionnement. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, maintenant, par rapport à la question qui est posée, savoir est-ce que le conflit ne va pas provoquer de nouvelles coopérations. Une chose est certaine, et ça, un conflit qui a cette dimension a nécessairement des conséquences sur l'après. Il y aura un avant et un après de cette question-là. L'après, j'en vois deux aspects. Il y a un premier aspect qui est peut-être celui du renforcement des coopérations régionales. En tous les cas, c'est ce qu'appellent les pays de la Caraïbe. Hein. Ils disent que bon, au moment où les autres sont en train de se bouffer entre eux, essayons-nous de nous construire. Alors, ce qui est valable pour la région Caraïbe, est-ce que cela l'est pour l'Afrique ou autre, c'est pas évident.
D'ailleurs, il serait intéressant de s'interroger sur comment l'Afrique appréhende ce conflit. Il y a une relative, pour ne pas exagérer, on va dire un relatif mutisme africain par rapport à cette question. À la limite, on a presque envie de dire que les Africains se disent, bon, nous, on ne se mêle pas de ces affaires-là. C'est un peu le sentiment que l'on a. Donc, est-ce que cela va provoquer un certain nombre de réactions si vous voulez, en termes de coopération? Je n'en suis pas convaincu pour l'instant. Mais s'agissant de la région Caraïbe, s'agissant notamment de ce qui peut se construire dans les relations futures avec la Chine ou autre, il est indéniable que l'après-conflit aura nécessairement un certain nombre d'impacts, de conséquences qui, à mon avis, iront, dans un premier temps, hein, je le souhaite, dans le sens de prévenir encore davantage des conflits de ce type. Alors, la question, comment le conflit peut-il être réglé? Et c'est la question que posait M. Balthus. À mon avis, il y a une question qui est posée aujourd'hui, c'est celle de la neutralité de l'Ukraine. Est-ce que, si vous voulez, la solution ne passerait pas par cette neutralité qui ferait que l'Ukraine neutre n'aurait pas, alors, la neutralité, est-ce qu'il y a une neutralité absolue? Ça, je ne crois pas. Mais enfin, en tous les cas, cette neutralité pourrait être un élément, si vous voulez, de consensus entre les protagonistes et faire en sorte que l'on, si vous voulez, aboutisse à une forme d'apaisement des relations internationales. Alors, c'est peut-être une nouvelle forme de coopération, très certainement, mais à mon sens, l'important aujourd'hui, et sans présager de ce que sera demain, on peut dire que il va y avoir un impact incontestable sur les politiques publiques intérieures, sur la façon de préserver sa capacité à subvenir aux besoins des populations. Et il n'est pas étonnant qu'on mette l'accent aujourd'hui sur la transition énergétique, sur la souveraineté alimentaire, qui sont autant de questions qui découlent de ce conflit. Merci. Je voulais juste ajouter deux petits points rapidement sur ce que disait Julien Mérillon à propos de la neutralité. Je pense que c'est effectivement une voie possible, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'on le ferait. La Finlande, on parle de finlandisation même, pour pouvoir illustrer les situations possibles. La Finlande a été neutre. Je veux dire, après la guerre, ça a été une manière de faire face à une situation, quelque peu comparable. Il me semble même que le président actuel de l'Ukraine y réfléchit en termes de solutions possibles, en tout cas d'offres de solutions possibles face à la crise. Donc, ce qu'on appelle finlandisation, qui serait finalement une solution appliquée à l'Ukraine. Le deuxième point qui a été abordé par Julien, c'est la question de l'Afrique. Alors si mutisme il y a, il serait malvenu, je crois. Il serait malvenu parce que l'Afrique est peut-être une des régions les plus concernées par rapport à la crise. D'après les prévisions que l'on fait, s'il y a des zones du monde où les conséquences sont déjà ou seront encore plus graves, c'est l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande dépendance des pays africains au blé ukrainien, par exemple. Donc, s'il y a des risques de famine quelque part, aujourd'hui, c'est peut-être en Afrique. Pas seulement en Afrique. Je crois que personne aujourd'hui n'a intérêt à être muet sur la question. Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre parti, mais en tout cas s'intéresser à la question et chercher ensemble des solutions, parce qu'il y va de la sécurité du monde aujourd'hui. Vous n'avez pas parlé. Donc, je voulais ajouter à cette il y a un autre enjeu. Le fait aussi, il faut ajouter le fait que l'Angleterre ait quitté l'Union européenne, c'est une aubaine pour la France ainsi que l'Allemagne et tous les autres. Pour européens de vouloir absolument se mettre du côté du l'Ukraine, notamment en Angleterre, la France et l'Allemagne. Donc, étant donné que l'Union européenne a connu un certain échec, avec notamment le départ de ce qui est très significatif, il ne faut pas s'étonner que la France, l'Allemagne, les autres pays qui sont au sein de l'Union européenne se mettent du côté de l'Ukraine.
Donc, je ne vais pas être plus long. Ok, merci. Bien. Oui, alors je pense qu'on va peut-être Anaïs, qui est le maître de cérémonie. Je pense que, sauf s'il y a d'autres questions, hein, je passe la parole, le micro à Anaïs, qui représente la filière sciences politiques. Vous savez que cette manifestation est organisée par le KJ, mais également les étudiants de sciences politiques, dont certains sont présents dans la salle. Donc, je passe la parole et le micro à Anaïs. S'il y a des questions, on peut encore en prendre quelques-unes, les dernières. Mais Anaïs, pour la conclusion, au nom à la fois du KJ et des étudiants de la science politique. C'est bon? Donc, merci à tous. Merci aux personnes qui sont venues, aux personnes qui nous ont suivis en distanciel. On remercie aussi le doyen UFR-SJE d'avoir accueilli cette manifestation. Et bien évidemment le KJ, les étudiants de la filière sciences politiques, de la filière du droit. Et je conclurai en disant que effectivement on est dans un monde mondialisé, donc on est évidemment concerné. On aura des défis à relever, mais aussi des opportunités. Et peut-être que face aux incertitudes, le meilleur moyen, comme disait M. Mérignon, est d'anticiper pour se préparer. Merci. Dernier petit mot. Tout ce qui a été fait ici sera sur la chaîne YouTube du KJ. C'est qu'il y a une chaîne YouTube du KJ. N'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube du KJ. Abonnez-vous et vous vous verrez sur la chaîne YouTube du KJ. Allez vous voir. Je suis Cédric Da Silvino, étudiant en Master 1 droit public à l'Université des Antilles. Alors, aujourd'hui, je suis venu participer à la manifestation qui avait lieu à l'UFR-SJE concernant la guerre en Ukraine. Alors, il faut savoir qu'en tant qu'étudiant en droit, je me dois de m'informer sur l'actualité. Et c'est pour cela que ce conflit me tenait particulièrement à cœur pour, d'une part, écouter ce que les différents intervenants avaient à nous dire, à nous communiquer, puisque mine de rien, ils sont experts en leur domaine. Et c'est pour ça que moi, je voulais, d'une part, me conformer dans mon idée de l'approche de ce conflit, et d'autre part, savoir s'il y avait éventuellement d'autres choses que je ne savais pas ou que j'avais omis dans mes raisonnements, mes recherches à ce sujet. Depuis que la guerre a commencé, donc ça fait déjà maintenant plus de 40 jours, j'ai l'impression qu'on est tous devenus des petits experts en géopolitique Lidl. Mais bon, c'est vrai qu'on s'est tous énormément abreuvés d'informations, mais je trouve que les informations étaient surtout très politiques. Et bon, moi qui suis étudiant en droit, c'est vrai que je trouve toujours intéressant d'avoir un regard plutôt juridique ou même économique de la situation en fait. Et c'est vrai que la conférence qu'on a eue ce matin, elle allait clairement dans ce sens-là. Elle posait vraiment les bases, mais d'un point de vue vraiment objectif. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que bon, c'est vrai que j'ai l'impression, à chaque fois qu'il y a un grand événement qui se passe, c'était pareil avec le Covid, il y a comme un clivage qui se crée en fait. Et là, pour le coup, avec la guerre en Ukraine, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de thèses pro-russes qui sont relayées ou des thèses pro-Europe aussi qui viennent les contredire. Et je trouve que ça crée peut-être une dissension dans la société. Enfin, je trouve que ça vient polluer le débat. Donc, j'aime bien les initiatives objectives. Et c'était vraiment le cas ce matin avec cette conférence. Et je trouve que c'est important de juste poser les faits. Et les gens tirent leurs conclusions. Et du coup, c'est pour ça que je valorise l'intervention de ce matin qui était très intéressante. Bonjour, je m'appelle Armande Alexis, je suis en
première année de master droit public à l'Université des Antilles, de Fouilleul à Pointe-à-Pitre. D'une part, j'ai apprécié énormément en fait la conférence qu'il y a eu ce matin, puisque je trouve que c'est quelque chose qui est très important, surtout en tant qu'étudiant, et notamment en tant que juriste, à savoir qu'on doit se tenir tout de même informé en fait, non seulement de l'actualité juridique, mais aussi de l'actualité qui se passe dans le monde. Cela peut aussi être, non seulement c'est un défi, mais ça peut être aussi une opportunité justement pour nous, aussi à nous remettre en question, à ne voir qu'aussi que, oui, nous sommes confrontés à une guerre, certes, qui ne se déroule pas forcément sur notre territoire, mais même si elle se déroule ailleurs, celle-ci a quand même un impact en fait sur notre quotidien à nous, comme je l'ai dit, mais également et justement, de fait de cet impact, on doit le prendre en compte et essayer de trouver des solutions peut-être à court terme, mais également sur le long terme, puisque des guerres, on en aura encore d'autres. Donc, si celle-ci peut justement nous aider à améliorer notre vision des choses et également notre manière de nous développer en Guadeloupe, je pense que oui, il faudrait plutôt voir en fait ce genre de choses qui sont très graves dans les faits. Voilà, faut pas quand même minimiser en fait sur l'importance des faits, mais essayer quand même toujours de voir, on va dire, ce côté plus ou moins positif, dans le sens que oui, il y a ce problème qui se pose, mais nous, qu'est-ce qu'on peut essayer d'en tirer de bénéfique en fait pour justement pouvoir en tirer un avantage. Bonjour, je m'appelle Lysia Fouilleul, je suis étudiante en 3e année de licence sciences politiques à l'Université des Antilles, au campus Fouilleul. J'ai assisté à la réunion sur la guerre en Ukraine, qui reposait sur 3 grandes thématiques. La première thématique étant la géopolitique, la deuxième juridique et la troisième sur la situation caribéenne. La guerre en Ukraine est très intéressante du fait qu'elle a des conséquences dans tous les thèmes et elle a des conséquences à l'international et européen. On va influencer aussi les politiques européennes ainsi que les politiques locales du fait de la transition énergétique, du fait du gaz russe qui sera boycotté par l'Union européenne ainsi que les États-Unis ainsi que l'OTAN. C'était intéressant de voir en détail du point de vue juridique des sanctions qui ont été mises en œuvre vis-à-vis de la guerre en Ukraine ainsi que les relations entre la Russie et les autres États. Bonjour, je m'appelle Anaïs Roussas, je suis étudiante en Master 2 de sciences politiques et j'ai été aussi l'animatrice de la manifestation. Donc en tant qu'animatrice de nature un peu timide, c'était un peu un défi à relever pour moi. Mais ça s'est super bien passé, les intervenants avaient de superbes interventions. Les questions qui ont été posées après par la suite par les étudiants étaient très pertinentes. Ce sera une manifestation à reproduire peut-être sur d'autres sujets, avec d'autres intervenants et avec le CAGE.